Chers téléspectateurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver câblés sur Télé Tchad. Les belles lettres vous amènent aujourd'hui à la découverte d'un nouvel auteur tchadien, M. Sobdibé Peba Ouatam, qui vient de publier un roman qui s'appelle « La réussite de l'enfant d'un paysan africain » paru chez l'Harmattan, Paris, donc en 2020. C'est un roman autobiographique de 272 pages où l'auteur retrace le parcours atypique d'un enfant de paysan africain qui n'est autre que lui-même. Les riches expériences de la vie de l'auteur, depuis sa naissance à son actuelle vie familiale et professionnelle, font donc de ce roman une source remarquable d'inspiration. Qui est Sobdibé Ouatam? Donc, nous ne tarderons pas à le découvrir tout de suite. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour. Sobdibé Peba Ouatam est né vers 1968 à Guétalé. Il obtient le CEPE en classe de CM1. Il entre au lycée de Léré en 1980 et obtient le BPC en 1985. Il obtient le concours d'entrée au lycée technique industriel de Sarre et son baccalauréat série F1 en 1990 au lycée technique industriel de N'Djamena. L'auteur donc, dont le nom signifie un souvenir, est ingénieur de génie civil et hydraulique formé à l'école inter-état d'ingénieurs et d'équipement de l'équipement rural EIER du Burkina Faso. Employé à Esso Tchad, filière d'ExxonMobil, il a occupé plusieurs fonctions dans le domaine de l'ingénierie pétrolière, notamment le forage, la complétion, le système de pompage et les travaux des puits pétroliers. En 2015, il est reconnu par la compagnie mère ExxonMobil à Houston comme expert en ingénierie de subsurface. La réussite de l'enfant d'un paysan africain est son premier roman qu'il publie en 2020 chez l'Harmattan, Paris. Il vient aussi de publier aux éditions Toumaï en 2021 un essai intitulé « Causes et conséquences de la pauvreté au Tchad ». Monsieur Sobdibé Peba Ouatam, la publication de votre livre coïncide avec l'année de la pandémie de Covid-19 que tout le monde connaît. Le monde va mal, mais vous écrivez non sur le mal de ce siècle, mais sur votre village Guétalé, un Guétalé sans la moindre trace de maladie, sans la moindre trace donc de Covid, et c'est votre vie personnelle qui est donc décrite dans ce livre. Si on était peut-être en critique littéraire, on dira que votre œuvre n'est pas plus ou moins engagée. Sinon, est-ce que vous avez des arguments pour vous défendre? J'avais à cœur d'écrire cet ouvrage depuis longtemps, mais le courage ne m'est pas venu. Je peux dire qu'avec la pandémie, c'est vrai, les moments les plus difficiles sont parfois des moments dont on profite pour faire de grandes choses. Et le moment de pandémie, pour moi, était une aubaine. Le fait d'être confiné à la maison, 24 heures sur 24, m'a donné l'opportunité de faire cet écrit. J'ai raconté ma vie, disons ma personnalité, mais à la fin quand même j'ai fini par parler de ce qui ne va pas au pays, puisque je titrais, il y a un sous-titre qui dit « Tchad, quel avenir ?» et je crois que j'ai pu étayer là ma vision de ce qui se passe au Tchad. Et là, on aura le temps d'en découvrir, d'en parler. Bien. Vous commencez votre récit autobiographique par la genèse de votre village Guétalé. Et vous citez nommément tous les chefs qui se sont succédés depuis le XVIe siècle à nos jours. Ouais. Quelle mémoire d'éléphant avez-vous, monsieur Sobdibé? Où avez-vous trouvé toutes ces informations? Il s'agissait un peu d'informations que je devais collecter ça et là. Je peux dire qu'il y a deux chefferies que j'ai fait mention dans l'ouvrage. On a la chefferie de Gon de Léré et puis la chefferie de mon village en tant que tel. La chefferie de Léré, le Gon de Léré, qui est Sa Majesté,
je n'ai pas eu tellement de problèmes à collecter les données le concernant parce que il est reconnu sur le plan international. Mais pour le village, ça a été quand même un peu une histoire un peu longue en termes de recherche. Et mes recherches m'ont poussé avec le contact avec les uns et les autres au village, m'a permis d'établir toute cette généalogie du chef. Okay. C'est ce que vous voyez. Alors, qu'est-ce qui vous a orienté vers l'ingénierie de génie civil alors que vous auriez dû être un historien à ma pensée? Ne pensez-vous pas que le métier qui vous convient le mieux, c'est être un historien que être un ingénieur de génie civil? Pas forcément, parce que quand je sais, parce que être ingénieur, c'est je peux dire c'est une option, c'est une vision, c'est un choix que j'ai voulu faire. Et tout comme je pouvais aussi être littéraire si je choisissais de l'être, puisque l'orientation se faisait en son temps à partir de la seconde. Mais dès lors que j'ai embrassé la carrière technique depuis le lycée, j'ai préféré continuer sur cette lancée dans la carrière technique, mais j'avais quand même une ambition très forte pour la littérature. Et quand vous voyez de nos jours, la littérature n'a plus finalement une limite. On peut être des scientifiques et produire des documents littéraires qui parfois n'ont rien à voir avec la science ou mon domaine. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire. Okay. Alors, vous décrivez le processus de développement du village Guétalé qui est parti de rien pour atteindre un niveau enviable aujourd'hui, quand bien même il n'est pas un centre administratif. Quel est donc le véritable secret de Guétalé? Guétalé, c'est un village qui contient des populations très dynamiques. Je profite de ce micro pour vraiment saluer leur courage. C'est un village qui est peuplé d'habitants qui osent, et des habitants qui s'entendent et qui arrivent à s'organiser autour d'un projet de développement. C'est un village qui est regorgé de personnes très courageuses, et ces personnes facilement arrivent à s'entendre, à s'organiser pour se prendre en charge. C'est ce qui m'a beaucoup plu. Et j'ai voulu vraiment raconter, faire part de leur courage dans mon livre. Je sais que Guétalé aussi contient la diaspora qui ne ménage aucun effort pour aider aussi à la dynamisation des activités de la population. C'est ce qui permet à l'ensemble des ressortissants de Guétalé, y compris les populations elles-mêmes qui vivent là-bas, à réussir le projet de développement. Donc, vous savez, les efforts des uns et des autres. Voilà. Ouais. Vous avez longuement fait le portrait physique et moral d'une femme que vous avez couverte de beaucoup d'éloges à cause de sa bravoure, sa témérité et sa persévérance, surtout dans le travail. Cette femme s'appelle Tchel René, je ne sais pas si je l'appelle bien. Ouais. Quel est l'héritage qu'elle vous a légué, cette femme? C'est une femme de qui j'ai tiré beaucoup de profit. Ma mère, Tchel René, qui signifie le grenier. Est-ce que le grenier peut tout manger? Donc, ça peut dire qu'il faut toujours laisser quelque chose. On ne peut pas tout finir, c'est-à-dire utiliser tout ce qu'il y a dans le grenier. Il faut toujours laisser quelque chose. C'est ça la signification de son nom. C'est une femme très brave, une femme qui m'a donné une éducation de qualité. Et elle m'a beaucoup soutenu dans mes efforts. Je tire d'elle beaucoup d'exemples. Je peux dire que ma réussite vient de grande partie d'elle, parce qu'elle a tout donné, ce qu'elle pouvait donner en tant qu'une femme. Même quand j'étais au lycée, malgré ses faibles moyens, elle ne cessait de me soutenir, de m'envoyer de l'argent et de faire tout ce qu'elle pouvait faire. Alors, elle a toujours commencé à faire des travaux, des activités lucratives, préparant la bilbili, allant au champ, vendre les produits de récolte pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Je peux dire, elle n'a pas non seulement soutenu ma personne seule, les enfants qui m'ont précédé, tout comme ceux qui m'ont suivi, elle a beaucoup fait pour nous.
Okay. Donc, je lui dois beaucoup de choses. Très bien. Ouais. Alors, vous décrivez une adéquation entre les activités agro-pastorales à Guétalé, donc au point où il existait zéro conflit communautaire. Alors qu'aujourd'hui, le climat n'est pas du tout cordial entre les éleveurs et les agriculteurs. Quel était le secret de cette cohabitation pacifique à cette époque? Ça, c'est vraiment un problème pertinent et je vous remercie d'avoir fait mention de ça. J'ai développé cet aspect un peu dans cet ouvrage, tout comme dans le deuxième ouvrage, vous trouverez plus de détails. C'est un problème qui me tient à cœur et qui est à l'ordre du jour et qui est beaucoup parlé dans les médias, dans les réseaux sociaux, et le pays ne cesse même de parler de façon générale. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faut rapidement trouver des solutions. Parce que à ma jeunesse, durant ma jeunesse, j'ai vécu, et comme moi-même j'étais le gardien, je peux dire, je conduisais le bétail, c'est-à-dire je connaissais en partie cette activité d'élevage, et tout comme j'ai aussi participé à la culture, c'est-à-dire à l'agriculture, dont je connais les deux activités. Et en mon temps, sincèrement, il n'y avait aucun problème entre l'éleveur et l'agriculteur. Aucun conflit n'a été signalé. Les gens vivaient en parfaite symbiose et ils étaient en harmonie. Mais de ce dernier jour, on constate que ce n'est plus la même situation qui se passe. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ça? Oui, je pense qu'il y a de nouveaux acteurs. C'est-à-dire, ce ne sont pas des professionnels, mais des gens qui ont vu en élevage une opportunité pour se faire de l'argent, juste parce qu'ils ont des moyens pour le faire, et ils se sont mis dans la chose sans connaître l'importance même de l'élevage par rapport à l'agriculture, puisque c'est deux mamelles économiques qui travaillent de concert. Sans l'agriculture, on ne peut pas faire l'élevage, et sans l'élevage, on ne peut pas faire l'agriculture. Et j'avais souligné ici même au village, pour réussir sa vie, pour être une bonne personne, on ne sait pas laquelle des activités peut être une source de développement pour l'autre. Et je pense qu'il faut d'abord avoir les bétails, il faut avoir les bœufs d'attelage pour lancer l'agriculture, mais quand on n'a pas ça, on ne peut pas aussi s'en sortir. Et sur le plan national, les deux constituent des activités primordiales pour l'économie du pays. Et donc, c'est important. Mais ce qui fait que de nos jours, on a tout le temps le conflit éleveur-agriculteur, c'est dû simplement que ces nouveaux acteurs ne connaissent pas ces réalités, mais se sont lancés dans le secteur juste par avidité, parce qu'ils ont des moyens pour le faire, mais en même temps, ils n'imaginent pas un peu la portée de conflits qu'ils sont en train de créer. Okay. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il faut réellement résoudre le problème. Ok. Ouais. Bien, vous décrivez votre parcours scolaire depuis le début. Vous avez toujours été un élève brillant. L'école à votre époque et l'école d'aujourd'hui, peut-être des années 80, des années 90 et celle d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Bien sûr, quelque chose a changé, beaucoup même je peux dire, en termes du système éducatif, tout comme en termes du courage que les élèves eux-mêmes doivent avoir pour mener à bien leurs études. Parce qu'en son temps, les gens s'adonnaient, il faut le dire, s'adonnaient beaucoup aux études et réussissaient plus facilement. Mais de nos jours, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que les acteurs que sont les étudiants ont eux aussi leur part, parce que je ne sais pas si c'est dû au système d'Internet qui est répandu partout, mais je pense que les jeunes ne s'adonnent pas trop aux études comme autrefois. Et c'est important. Et de l'autre côté, le système éducatif est très médiocre. Et c'est ce qui, peut-être, ne favorise pas encore la réussite parfaite des enfants. Dans le livre, vous narrez les détails de votre vie avec une telle précision de jour et d'heure même. Je me demande, où est-ce que vous avez consigné tous ces petits détails? Est-ce que vous saviez, en grandissant, que
un jour, vous auriez à écrire à propos de votre vie? Pas du tout. Je n'y ai même pas pensé. Mais je suis simplement un homme organisé. J'organise ma vie. Et je peux dire, j'ai commencé à voir les choses, à documenter ma vie à partir de la classe 5e. J'ai commencé à documenter toute ma vie. Donc tout ce que je faisais, j'écrivais dans un petit carnet. Et le souci qui m'a amené à faire ça, c'était qu'il faut reconnaître tout le bien fait à mon endroit. Et c'est ça qui m'a guidé à documenter tout. Tout ce que quelqu'un me donne, même si c'est 100 francs, 50 francs, j'ai documenté, c'est pour me permettre de savoir qu'est-ce qui a été fait pour me permettre de réussir. Et revenir peut-être en retour, remercier ces personnes qui ont été très importantes dans ma vie et dans ma réussite. C'est ce souci-là. Et cela a fait que j'ai essayé de documenter ma vie sur d'autres faits aussi. Okay. Voilà. Alors, il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressé dans le livre, à la page 141, qui dit « Le succès n'est jamais une droite rectiligne ». Que signifie cette phrase? Certainement, le succès n'est jamais une droite rectiligne. Il faut programmer sa vie de réussite avec l'échec. Parce que si tout le temps, vous pensez que vous allez continuer à réussir, mais un jour, quand vous allez connaître l'échec, peut-être que vous n'allez pas vous en sortir. Il faut d'abord penser que la réussite ne se passe jamais sans l'échec. Donc il faut intégrer les deux éléments pour permettre de réussir. D'ailleurs, un homme qui réussit très bien sa vie et d'une façon un peu stable, c'est cet homme-là qui a connu plusieurs fois l'échec. Bien, vous avez réussi par vos propres efforts et l'aide de vos proches, comme vous le dites, qui vous ont donc soutenu. De nos jours, alors que la corruption et d'autres difficultés sont apparues, dans quelle mesure votre parcours peut-il inspirer la jeunesse d'aujourd'hui? Oui, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, si elle veut réussir, de par ce que moi j'ai fait, simplement il faut s'adonner à la lecture. C'est pourquoi j'ai voulu produire ce document pour permettre à d'autres, s'ils trouvent de l'intérêt, de s'inspirer. Parce qu'une personne, quelle qu'elle soit, a toujours une valeur intrinsèque qui lui est propre. Et cette valeur-là ne lui appartient, n'appartient qu'à lui seul. Et donc, on doit tirer de lui certains bénéfices. C'est pour ça que quand tu produis un document, un auteur produit un document, ce n'est pas pour lui. Justement, c'est pour les autres. Mais si les jeunes s'intéressent à la lecture, ils peuvent beaucoup découvrir des choses. Non seulement pour moi, pour beaucoup d'autres personnes, ils peuvent tirer beaucoup de bénéfices là de par ce qu'ils racontent dans le livre. Ok. Bien, après votre séjour au Burkina Faso, donc à l'Ester, on peut l'appeler comme ça, votre école, vous appréciez positivement la politique d'intégration sous-régionale ouest-africaine. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette zone d'Afrique de l'Ouest et quels sont les avantages d'une telle intégration? Oui, j'ai remarqué quelque chose de très important en Afrique de l'Ouest. Et quand j'ai fait la comparaison avec l'Afrique centrale, je me suis tout de suite dit que l'Afrique de l'Ouest est de 30 ans en avance sur l'Afrique centrale, en termes d'organisation et en termes d'intégration, sur tous les aspects. Même quand tu prends les aspects économiques, même sur le système bancaire, même quand on prend les aspects d'intégration, je pense que l'Afrique centrale est toujours en train de traîner derrière l'Afrique de l'Ouest. C'est comme si c'est les exemples de l'Afrique de l'Ouest qu'ils copient. Et pour corroborer ce que j'ai dit, parce que j'avais effectué en 1990, quand j'étais au Burkina, on a effectué un voyage d'agrément du Burkina au Bénin et jusqu'au Togo. Et on a tout de suite remarqué l'importance de l'intégration, parce que tous les étudiants de l'Afrique de l'Ouest n'avaient que leur simple carte d'identité pour passer la frontière. Alors que
nous qui étions de l'Afrique centrale, c'était tout à fait normal d'avoir le visa, il fallait avoir le passeport, il fallait avoir tout. Mais entre-temps, en 90, on n'avait même pas parlé d'intégration en Afrique centrale. Et je ne peux pas même dire aujourd'hui que l'intégration est encore à 100% en Afrique centrale. Et vous voyez le niveau de retard qu'on a. Les gens ne réfléchissent pas ou bien ne pensent pas le bienfait de l'intégration qui constitue un maillot important de l'économie et même de réussite d'une façon régionale. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné en Afrique de l'Ouest. Bien, à la fin, vous avez inséré un chapitre qui sort un petit peu, hein, je vais le dire entre guillemets, de la thématique du roman autobiographique. C'est comme un essai sociopolitique. Ouais. Pourquoi avez-vous inséré ce passage et quel est son rôle? J'ai voulu faire ça, c'est pourquoi au début j'avais dit que j'ai essayé de préparer ce livre en parlant tout ce qui est autour de moi, tout ce qui a fait ma personnalité, tout ce qui a fait de moi ce que je suis. Et donc, je parlais de mon village, je parlais de ma mère, de mon père, je parlais de mes frères, mais je pense que le pays dans lequel je suis est aussi une partie de moi. Parce que c'est ce pays-là qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Ce pays m'a donné l'éducation. Et ce pays m'a donné encore le travail. Donc, il est tout à fait normal que je donne ma vision sur ce qui se passe au pays pour permettre d'aider les autres avec ça. Et donc, je préférais réserver un chapitre pour cette partie. Ok. Monsieur Sobdibé Peba Watam, nous n'avons pas le temps de tout parcourir parce que l'ouvrage est énorme. Nous invitons donc les téléspectateurs à s'approprier le livre et à découvrir beaucoup plus les détails de votre vie et de votre réussite. Merci. Nous allons passer sans tarder à la lecture d'un extrait. Nous sommes à la page 256. Ouais. Voilà, si vous pouvez faire lecture de cet extrait pour nous. De prime abord, il faut avoir la force de caractère personnel si l'on veut progresser dans ses idées de développement. Ne pas se laisser influencer par l'environnement négatif et être préparé à tout moment pour anticiper tout ce qui pourrait advenir. En un mot, il faut être un homme averti, car la culture ne change pas d'un cran. En deuxième point, la création d'associations au niveau des villages, des régions et même à l'échelle nationale pourrait servir de tremplin pour lutter efficacement contre le phénomène. Puisque c'est quelque chose qu'on ne parle pas, dont on ne parle pas publiquement et qui tue doucement les efforts des uns et des autres. La récupération par des associations rendra public et pourra sensibiliser bon nombre de citoyens qui comprendront et agiront autrement dans le futur. L'État peut même s'impliquer à partir du moment où le phénomène a pris une ampleur presque aussi nationale et que cela entrave le développement. Le ministère des Actions sociales peut aussi s'approprier de cette lutte qui permettra non seulement de prospérer les richesses du pays, mais de sauver les vies humaines. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés ainsi à la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avions reçu comme invité M. Sobdibé Peba Watam. Il vient donc de publier en 2020 chez l'Harmattan Paris un ouvrage intitulé « La réussite de l'enfant d'un paysan africain, parcours atypique ». Le livre est à 272 pages où il narre sa vie familiale, sa vie professionnelle et sa réussite aujourd'hui. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro. D'ici là donc, continuez à regarder les programmes de Téléchat. Au revoir.